Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. On fait le point sur la course au maintien. Tottenham gagne enfin, mais tous ses concurrents aussi. Et puis on revient sur les victoires de Man United et Liverpool dans la course à la Ligue des Champions. C'est dans le débrief de la 34e journée. Pour ce débrief, j'espère pour lui qu'il n'a pas autant de vices qu'Arsenal a de titres de vice-champion d'Angleterre, sinon ça en ferait un paquet. C'est Hugo Barthélémy, journaliste indépendant, passé notamment par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, salut Val. Je sais pas, les deux fidèles auditeurs connaissent peut-être mon passé de gardien de but, et quand vous êtes gardien de but, vous le savez très bien, vous faites pas toujours tout dans les règles. Oh waouh. Il nous dit clairement que c'était déjà un vicieux. Il s'en cache pas. Oh là là, des genoux se sont perdus dans des surfaces. Ce genre de choses. C'est terrible ce que tu nous racontes là, ça va pas. Non, mais je ne cautionne absolument pas ce qui se passe. Après, il est honnête. On peut pas, voilà. Ouais, mais il fait le Non, vieux jamais sur un briscard à adversaire. 15 ans. J'ai déjà lancé un ballon dans la tête de mon coéquipier parce qu'il défendait mal, mais jamais sur un adversaire. Allez, c'est tout. Sinon, on va te retrouver en tôle la semaine prochaine pour la preview. Donc, moi, je ne veux Il y a prescription. je veux plus de ça. Avec nous également, celui qui a eu une lettre près, était un latéral droit international et un consultant pour Canal+. Heureusement pour nous, c'est sur Tempo qui nous partage ses analyses. Ce n'est pas Valentin Jallet, c'est Valentin Vallée, journaliste indépendant. Passé par Eurosport et ici Savoie. Salut Valentin. Salut Antoine, salut Hugo, salut à tous. Ouais, j'aime bien la comparaison, mais j'ai quand même plus de cheveux que notre ami Christophe quand même. Donc heureusement, je préfère garder mes cheveux et pas avoir la carrière qu'il a eue. Même s'il a joué à Lyon et au PSG, hein, donc c'est quelqu'un au final qui nous rassemble, tout à fait. Alors, c'est notre ami, tu as dit, ton ami peut-être. Hein, moi, oui, non. Je n'ai pas de lien spécialement. Non, je ne le connais pas personnellement non plus. Personne ici, mais si ça, à moins que Hugo, dans son passé de gardien de but. Non, j'ai pas rencontré Christophe Jallet, non. Très peu de joueurs internationaux à mon niveau. Oh là là, c'est déjà parti dans tous les sens dans cette intro. Je vous sens en forme, messieurs, j'ai besoin de ça pour ce débrief. On va commencer tout en bas du classement d'abord. On va prendre le contre-pied de ce qu'on fait habituellement parce que ça nous intéresse beaucoup là, cette course au maintien et notamment la victoire de Tottenham, messieurs. Enfin, victoire des Spurs 1-0 sur la pelouse de la Lanterne Rouge Wolverhampton. C'était la moindre des choses. Et en fait, c'est déjà la fête est finie, j'ai déjà envie de dire, pour citer un poète normand. Puisque il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir. Tous les concurrents ont gagné, mais aussi et surtout deux blessures, celle de Dominique Solanke et surtout celle de Xavi Simons, très grave, Hugo. Ouais, c'est très grave. Qui fait les ligaments croisés hein, pour Xavi Simons, une rupture des ligaments croisés qui a fait sortir cette stat assez terrible qui a plus de ruptures de ligaments croisés cette saison à Tottenham que de victoires à domicile, c'est-à-dire 4 avec Maddison, Xavi Simons. J'allais dire une erreur. Wilson Odobert, j'allais dire quelqu'un d'autre. Et le quatrième que j'ai oublié, Kulusevski. Dejan Kulusevski, effectivement. C'est ça. Mais voilà, ça fait très mal. Il y a aussi la sortie de Dominique Solanke. On va pas relancer une énième fois le débat sur l'infirmerie de Tottenham, sur comment sont préparés les joueurs. On sait que la pelouse du stade à domicile a été mise en cause, mais là on est à l'extérieur. Donc c'est pas forcément la raison. Mais c'est un coup dur pour les Spurs parce que Xavi Simons semblait faire partie de ceux qui avaient bien profité de l'arrivée de De Zerbi, qu'il a joué bien sur ces matchs. Et là, c'est dommage. Pareil sur Dominique Solanke, on avait quand même salué son retour qui était plutôt bon, qui apportait de l'alternance aussi devant entre lui et Richarlison. Surtout, parce qu'on ne voit plus trop Randal Kolo Muani. Donc c'est sûr que c'est un coup dur pour les Spurs. Ouais, mais ce qui est terrible justement, et effectivement on va pas relancer le débat sur l'infirmerie, c'est pas le but, mais ce qui est terrible c'est que dans les pronos d'ailleurs que vous pouvez toujours retrouver sur toutes les plateformes de Tempo, dans les pronos du bas de classement, moi j'utilisais cet argument justement de dire il va y avoir des retours de l'infirmerie pour la fin de saison et donc ça va donner une nouvelle dynamique. Au final, on se retrouve dans la même situation, si ce n'est dans une situation pire, parce que les retours tardent, et parce que même Maddison était sur le banc, mais pas sûr qu'il soit encore prêt à rentrer. Il était sur le banc contre Wolverhampton. Mais les retours tardent, et en plus, d'autres joueurs partent à l'infirmerie, et pas des moindres.
C'était peut-être quand même le facteur X là en fin de saison, hein, Xavi Simons quand même Ah pour oui, Tottenham. Donc enfin, ça pouvait pas tomber pire. J'ai l'impression quand même. Bon, il avait célébré un but un petit peu trop tôt il y qu'est-ce a que quelques jours de qu'est-ce cela, que tu insinues? mais en tout cas, ça démontrait quand même une envie débordante et Ah c'est oui, ce ouais. qu'il dit après suite à sa blessure, hein. Enfin, il a le cœur qui est brisé. En plus, il avait la carotte d'aller jouer la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Il avait envie de finir cette fin de saison en boulet de canon et ouais, c'est un gros coup dur pour Tottenham. Peu importe nos affinités ou voilà, mais c'est toujours dur de savoir qu'une fin de saison peut aussi jouer sur des blessures et enfin même qu'une saison tout court et même voilà les blessures de voir des joueurs, des jeunes joueurs, des joueurs talentueux à nouveau sortir sur blessure, c'est terrible, surtout quand on Et connaît la gravité. Oui, Valentin. c'est vrai qu'en plus, alors je connais pas non plus la cause et comme tu as dit, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que les supporters quand même pointent du doigt le staff médical parce que il y a de quoi se poser des questions quand Bah, même c'est pas la parce première que année en plus. Ça C'est fait pas deux la trois première saisons. année, bah, oui, oui, donc oui. force. Parce qu'on avait été mis en cause le système dont je pense que c'était Goglo, qui jouait beaucoup sur le physique, enfin, qui était très demandeur pour les joueurs physiquement, demandait beaucoup de courses, et qu'au bout d'une saison, il avait complètement cramé l'effectif, mais visiblement, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas revu cette même problématique avec les entraîneurs qui sont passés, parce que cette valse des entraîneurs, c'est pas non plus. Enfin, à quel point le staff a des bonnes conditions pour travailler quand on va dire le chef du staff, c'est-à-dire l'entraîneur principal, change toutes les 3 semaines. C'est pas non plus idéal. Mais en début de saison, il y a quand même eu de la stabilité avec Thomas Frank pendant quand même quelques mois, et là, c'était pas beaucoup mieux. Donc, c'est vrai que ça peut en tout cas impliquer une remise en question cet été, parce que Ça doit peut-être même, hein. ça se doit même Je, impliquer une je remise ne en veux pas question cet été. pointer du doigt, M- enfin, voilà, J'ai envie de dire maintien ou descente. Si vous allez en championship et que la moitié de votre effectif est blessé, ça va pas être facile. En plus, en championship, vous avez encore plus de matchs. Donc, peu importe la conclusion de cette saison, il faut soit changer les personnes, changer l'approche, mais il faut changer quelque chose dans le médical et surtout, j'ai envie de dire, dans la protection des joueurs. Est-ce qu'il y a des surcharges, que ce soit l'entraînement, en match, enfin voilà, il faut changer quelque chose. On n'est pas médecin, on n'est pas là pour donner un avis médical. On est là pour constater que visiblement quelque chose ne se passe pas bien. bah, quand c'est sur le long terme, effectivement, ouais, il y a des questions quand même, je pense, à se poser. On n'est pas les seuls à se les poser. Valentin, le plus important pour ce week-end, bon, malgré les blessures, c'est tout de même les 3 points. C'était pas arrivé de l'année 2026 pour Tottenham, en première ligue en tout cas. Donc c'est largement le plus important. Même si on n'est pas passé proche, comme tu m'as fourni cette expression, je la réutilise, on n'est pas passé proche de la débandade. Oui, on est passé proche, pardon, de la Oui. débandade. C'était une performance quand même, encore face aux Wolves, quand même très Ah bah c'était très mauvaise. poussif, Ouais. oui. Très très enfin attendre la 82e pour ouvrir le score avec Palinha, j'ai envie de dire heureusement parce Et vu la que deuxième période en plus, oh là là. ouais, le contenu était pas bon. Enfin, je veux La dire, il y a première que non plus. 2 tirs cadrés sur l'ensemble du match. Enfin, c'est presque un exploit au final que ça fasse pas 0-0, hein. Ouais. Sauf que si ça fait match. Pardon, Valentin, juste parce que Hugo, tu disais la première mi-temps n'était pas super non plus. Juste, je voulais, on en reparlera après, mais Roberto De Zerbi avait l'air content, hein, parce qu'il m'a dit nous avons bien joué pendant les 45 premières minutes. C'était la deuxième mi-temps plus inquiétante, on est d'accord. Mais bon, C'était mieux, mais Bon, il y a c'était tout le vide en match, tout hein. cas. C'était creux. C'est surtout ouais, ça, c'est qu'il n'y avait pas grand chose, quoi. c'est tout le match. Et, Pardon, et Valentin. Ouais. Non, mais oui, oui, c'est ça. Enfin, tout le match dans le contenu était pas bon. Après, ils ont assuré l'essentiel parce que ils ont 3 points en bout, mais un match nul aurait pas du tout été volé. Et c'est quand même plutôt inquiétant parce que là, c'est sur la pelouse des Wolves qui n'ont plus rien du tout à jouer en cette fin de saison, qui sont relégués officiellement depuis le début de semaine. Si, ils ont allé le statut de lanterne rouge enfin, pas à voir justement, mais la 19e place Ouais, des chercher, voilà. mais on s'en Ouais. fout. Enfin, honnêtement, voilà. Donc, de concéder un match nul, ce qui n'aurait pas été du tout impossible, ça aurait été, oui, une débâcle, parce que honnêtement, là, ils font pas une bonne opération, mais avec un match nul, ça aurait peut-être été déjà la fin des haricots hein, pour Tottenham. Donc,
Ils sont passés proches déjà de la correctionnelle. Et en plus, heureusement que c'est pas un Wolves affamé pour faire une bonne expression sur les loups, mais qui n'a plus rien à jouer parce que franchement, on l'a dit, c'était assez vide Tottenham et on n'était pas à l'abri d'une vieille contre-attaque qui fait 1-0 même en fin de première mi-temps là, ou enfin n'importe où dans le match et qui met directement Tottenham dans le dur, quoi. Ouais, et ça, oui, ça a failli, effectivement, comme tu le rappelais, Valentin, ça a failli être le cas. En tout cas, il n'y avait pas une équipe réellement supérieure à l'autre dans cette rencontre, et c'est quand même C'est inquiétant. terrible à dire. Ouais, bah, on parle quand même de Tottenham, ça reste les Spurs, quoi, mais Une belle affiche de Championship l'année prochaine peut-être. super. On n'espère pas, on n'espère pas. D'ailleurs, bah, justement, là-dessus, Opta, messieurs, donne 58% de chances aux Spurs d'être relégués. 58%. C'est-à-dire que plus d'une chance sur deux pour Tottenham. Donc même une équipe avec la qualité toujours, parce qu'il y a toujours de la qualité dans cet effectif malgré les blessures, rappelons-le, avec, je veux dire, l'historique. C'est pas une équipe qui gagne des titres chaque année, mais c'est une équipe qui a quand même un historique, qui est champion, vainqueur de l'Europa League la saison dernière, quart de finaliste de la Ligue des Champions. Membre du Big Six. Du Big Six. Ouais, Enfin, ça veut dire quelque chose en Angleterre quand vous êtes membre du Big Six. ouais, et là, encore une fois, ben justement, on se contente des miettes laissées par Wolverhampton pour essayer de sauver sa peau. Parce que, je vous rappelais cette phrase de Roberto De Zerbi, mais il dit, voilà, moi je travaille au quotidien, je sais ce qu'est, enfin, je sais ce qu'est la bonne attitude. Nous, la bonne attitude, c'est on l'a alarmant. pas. Ouais. C'est alarmant si à la fin de ce match-là, ils tirent ce Il bilan-là. n'était pas satisfait alors non qu'il- plus. Il n'était pas satisfait du match en lui-même, enfin surtout de la deuxième période. Mais il y avait peut-être du mieux dans les attitudes. Mais bon, ça vaut le Ouais, Wolverhampton. mais voilà, parce que si vous regardez les prochains matchs, enfin la stat d'Opta, ils ont plus d'une chance du coup sur deux d'être relégués en fin de saison. Bah c'est pas, oui, c'est probable parce que vous allez à Aston Villa, vous recevez Leeds, vous allez à Chelsea, vous recevez Everton. C'est 4 matchs au papier ils sont tous pièges, hein. Franchement, On l'avait y a annoncé, pas ça un fait match quelques cadeau. journées qu'on annonce que que Tottenham a une fin de saison très compliquée, hein, donc Ouais, et c'est Bourbier. c'est pas si étonnant. Et surtout quand on pense que leur seul adversaire semble quand même être West Ham. Bon, c'est pas gagné non plus pour les Hammers, c'est peut-être ce qui sauve Tottenham, c'est que ça va être Brentford, Arsenal, Newcastle et Leeds. Donc c'est pas non plus cadeau pour les Hammers, j'ai envie de dire heureusement pour Tottenham. Mais ça veut pas non plus dire qu'il faut se relâcher parce que va falloir mettre au moins quelques points, quoi. Mais reste que West Ham, il y a 3 journées, avait gagné 4-0 contre Wolverhampton et n'avait vraiment pas fait de détails avec le doublé de Mavropanos, le crack de Valentin, et le doublé de Tati Castellanos. West Ham a gagné encore ce week-end et est invaincu depuis 4 matchs. Et les Hammers ont gagné contre Everton avec un but à la 92e de Callum Wilson. Bon, un scénario de match un petit peu sujet à débat, mais en tout cas, la victoire, je suis obligé de le placer, vous le savez bien, la victoire de West Ham face à une équipe qui joue encore l'Europe, ou en tout cas qui joue encore l'Europe avant cette journée, ce qui prouve aussi que les Hammers, en tout cas, les Hammers sont sur une meilleure dynamique directe que Tottenham. Là, il n'y a pas photo. Et remporter ce match au bout du bout avec les triples parce que vous faites égaliser à la 88e et vous remportez le match derrière, ça montre à quel point West Ham ne va rien lâcher, rien offrir à Tottenham. Ce qui est logique, hein, ils se battent pour leur relégation, c'est une des équipes historiques de la Première Ligue. Mais en tout cas, va pas falloir compter sur... Enfin, va falloir vraiment compter sur soi-même pour Tottenham et... Pour réduire ces 2 points d'écart au classement, West Ham a 36 points et à 17ème, et Tottenham a 34 points et 18ème, premier relégable. Et devant, c'est pas non plus terminé, mais messieurs, tous les concurrents de Tottenham en bas de classement ont gagné ce week-end. West Ham notamment, et Nottingham Forest également. Alors, j'exclus Et de Leeds. quelle manière? J'exclus Leeds pour l'instant, on va en reparler après, mais Nottingham Forest... Voilà, non, Leeds a pris un point face à Bournemouth, mais on en avait déjà parlé.
la victoire de Nottingham Forest 5-0. Alors on pourrait se dire, tiens, 5-0, ils ont joué une équipe déjà condamnée. Non. 5-0 à Sunderland. Donc déjà, contre Sunderland, c'était déjà une performance énorme. Mais à Sunderland, au Stadium of Light, rappelons tout de même que les Black Cats étaient l'équipe la plus longtemps invaincue à domicile en Première Ligue. Seulement 3 défaites cette saison au Stadium of Light. C'est arrivé en février, la première défaite. Et là, 5-0 pour Nottingham Forest. On avait beaucoup parlé justement, on va parler des raisons de ce succès, Valentin. On va commencer avec toi. On avait beaucoup parlé d'Igor Jesus pendant un moment. On l'avait critiqué pour son rendement très faible devant le but. La fin de saison n'a plus rien à voir, à l'image peut-être de Nottingham. Et ça marche super bien, notamment avec Morgan Gibbs-White. Bah ouais, juste une petite stat pour illustrer tout ça, c'est Nottingham est la seule équipe en première ligue à avoir 2 joueurs à plus de 15 buts, toutes compétitions confondues, et ces 2 joueurs, bah, c'est Gibbs White et Jesus. Donc oui, forcément, on est obligé de souligner leur match parce que les deux, ils marquent un but, les deux ont une passe D. Et honnêtement, c'était une démonstration, quoi. Alors, ils ont été bien lancés quand même par le contre son camp de Hume, mais derrière, ils ont déroulé, ils ont enchaîné les buts, 3 buts en 6 minutes pour se mettre à 4-0 avant la fin de la première mi-temps. Mais on se dit, mais on regarde Nottingham je sais pas, ou Manchester City qui doit gagner absolument le titre. C'était un petit peu fou. Et puis non, bah ce duo-là, il m'a bien plu. Alors, il y a toute une équipe à féliciter, bien évidemment, mais je trouve qu'ils se sont quand même plutôt bien trouvés, de profils, franchement, que j'aime plutôt bien. Et c'est vrai qu'Igor Jesus était un petit peu critiqué, mais Ouais. comme tu l'as dit, il finit la fin de saison en trombe. Et honnêtement, avec 2 joueurs comme ça, avec d'autres aussi, avec Wood, mais ouais, ils m'ont impressionné. Je les attendais pas à ce niveau-là quand même face à Sunderland, comme tu l'as dit, qui était une équipe jusqu'à présent solide. Donc chapeau Nottingham, chapeau au duo Igor Jesus et Gibbs White. Je m'attendais quand même à ce que tu nous... J'aurais bien aimé que tu nous décrives façon radio le contre son camp de Trey Young, parce que il est quand même fantastique, la reprise de la tête, et lui il se prend le ballon dans la nuque, le pauvre Trey Young qui le met dans son propre but. C'était... Oh, j'aurais aimé y être avec toi au Stadium of Lights, mais non, c'est pour... Ouais, voilà. mais fallait le vivre en direct. Là, Ah en direct, je peux d'accord. pas. Voilà. Tu fais de la Y a pas les promo mêmes pour Canal émotions. maintenant, d'accord, j'ai compris. Valentin Jallet, en fait, c'est vraiment lui. Je suis corpo. Ah bah super. Je savais pas, moi. Il a une nouvelle à nous annoncer. Donc cette grosse victoire, on n'avait jamais vu, déjà, on n'avait jamais vu cette saison. C'est simple, sur les 3 défaites de Sunderland à domicile, au total, ils avaient encaissé 5 buts. Là, ils encaissent 5 buts en un match. Et, et même si on pousse un peu plus loin, c'est parmi le top 3 des plus grosses défaites à domicile de Sunderland, hein. Ouais, c'est... Ça remonte une défaite contre Newcastle en décembre 1955. Attention, accrochez-vous bien. Et une autre défaite contre Birmingham en 58. Donc voilà. Ça fait une paire d'années. Voilà, c'est pas tous les soirs que Sunderland en prend 5. Et c'est pas tous Chez les eux. soirs que Nottingham en met 4, parce que cette saison, ce n'était... en met 5, pardon, parce que 5 cette même. saison, ce n'était jamais arrivé. Oui, parce qu'ils avaient mis 4 justement contre Ferencváros en Ligue Europa, mais ils n'en avaient pas mis 5 cette saison. Gros respect pour Ferencváros, mais quand même. Et contre Burnley C'est d'ailleurs pas- le week-end C'est dernier. c'est pas la première ligue. Oui, non, mais contre Burnley, Burnley Voilà. qui n'est bientôt plus la première ligue, mais effectivement, ça fait partie de notre championnat, et ça avait fait 4-1, là 5-0, c'est quand même une démonstration. Alors forcément, on a parlé d'Igor Jesus, Morgan Gibbs-White, qui sont les 2 leaders de cette attaque sur toute la saison. Quand même, c'est fou, parce que Igor Jesus, vraiment, je reviens sur ça, mais on l'avait vraiment critiqué pour son rendement, et on sent que ça a commencé à matcher grâce à la Ligue Europa, hein. C'est vraiment dans cette compétition qu'il s'est mis en jambe, et derrière, il commence à trouver du rythme en première ligue à la fin de sa première saison. Et puis, il y a aussi, Hugo, parce que je sais que tu l'aimes bien, tu en es un fervent partisan, et il y a Chris Wood qui a manqué une grande partie de la saison.
mais dont le retour a fait grand bien à City Ground. Oui, un grand bien, et c'est surtout comment? En fait, c'est lui le patron de l'attaque dans cette équipe. En fait, il y a rien à dire. C'est lui qui pèse sur les défenses adverses par son physique, par sa taille. Il a même marqué. On sait qu'il avait été absent pour cette blessure au genou, dont il a dit qu'il n'y ira jamais réellement. Donc on espère quand même qu'on le verra encore un peu jouer, on va pas trop rapidement approcher sa fin de carrière, mais un attaquant qui l'année dernière a vraiment explosé, je pense que comment il avait peut-être été un peu, enfin je me souviens notamment quand il arrive à Newcastle à l'hiver où Newcastle est repris par l'Arabie Saoudite depuis Burnley si je dis pas de bêtises, enfin ça avait été critiqué parce qu'il avait été payé très cher, mais je pense que ça reste un excellent attaquant de Première Ligue et il l'a encore montré et j'espère qu'il nous le montrera encore. En tout cas, j'espère que son genou ça va tenir et Et franchement parce que comme je le dis, c'est le patron de l'attaque dans cette équipe et là on l'a revu. On parlait de la liaison Jesus-Gibbs-White, mais l'année dernière, la liaison Gibbs-White-Woods, elle avait bien marché aussi. Et il fallait un leader devant parce que Jesus, bah oui, il arrive du Brésil, il est peut-être encore un peu tendre pour prendre tout le poids sur ses épaules, donc ça doit lui faire du bien aussi d'avoir Chris Wood à ses côtés. Tendre, t'as vu Et, la carcasse? oui, oui, mais enfin, je veux dire, je parle dans l'attitude, Ouais, bien sûr. peut-être, Dans l'expérience. dans la gueule, dans le vestiaire, ce genre de choses. Non, c'est sûr que sur la carcasse, il en envoie aussi. Mais, mais ouais, c'est un des leaders de cette équipe, avec Elliot Anderson, hein, dont je pense on a tellement loué ses performances qu'on oublierait presque maintenant à quel point il joue bien. Ouais, c'est On vrai. oublie presque de le mettre en avant. Il a à nouveau sorti un super match. Et ça fait partie de ces joueurs en fait, qui étaient l'âme de Nottingham la saison dernière et qui a cruellement manqué. Une bonne chose sur Chris Wood, sur son retour en forme, c'est que c'était son plus gros temps de jeu depuis son retour de blessure. Il a joué 88 minutes et c'est même son deuxième plus gros temps de jeu de la saison, puisque en tout début de saison, il avait joué et contre Sunderland, justement, il avait déjà joué 89 minutes. Donc ça fait plaisir aussi de le revoir pendant presque la totalité d'un match. Parce qu'évidemment, il y avait de quoi s'inquiéter après cette blessure au genou pour Chris Wood. Un mot encore peut-être sur cette dynamique de Nottingham Forest, Val, parce que on a commencé à en parler dans la preview, mais le momentum de cette fin de saison, j'ai envie de dire, il est presque étrangement bon à Nottingham Forest. Mais il est excellent. Enfin, il reste sur 8 matchs en défaite. Donc, c'est une série en cours qui est quand même assez impressionnante pour une équipe qui joue le maintien en première ligue. Effectivement. Ils sont toujours en demi-finale d'Europa League, quand même. D'Europa League, c'est pas la Conférence League. Hein. Attention, c'est un gros titre. Non, mais Tu voilà. manques de Enfin, je veux respect à dire, la Conference la League. Conférence League, bon. Et à Crystal Palace en même temps, effectivement. Mais enfin, honnêtement, non, ils sont sur une dynamique exceptionnelle. Victor Pereira est arrivé, on était un petit peu tous dubitatifs. On s'est dit, oh, il n'y est pas arrivé avec les Wolves. Est-ce qu'il va y arriver avec Nottingham? Pas sûr. Bah, au final, on voit bien que, en tout cas, pour l'instant, ça marche bien. Ils ont donc cette demi-finale d'Europa League jeudi soir face à Aston Villa. Le match aller, en plus, il est à domicile. Donc, honnêtement, enfin, la dynamique, c'est vrai, elle est excellente. Et je pense que mentalement, là, ils surfent sur une vague de confiance qui est assez incroyable. Et on se posait la question, l'épisode dernier, hein, est-ce qu'ils doivent jouer ou pas à fond cette Europa League? Parce que la priorité, c'est le maintien. Bon, bah là, ils sont pas assurés hein, du maintien, bien évidemment, mais ils prennent déjà quand même quelques longueurs d'avance et je pense qu'ils prennent, en tout cas, ils s'octroient le droit d'aller jouer cette demi-finale à fond Au et moins ça peut l'aller. être que bonus pour eux. Au moins le Au moins match aller, l'aller, ouais. oui, au moins l'aller. Bien sûr, bon, s'ils en prennent 5 face à Aston Villa à l'aller, bon, peut-être qu'il y aura pas une grande utilité de jouer à fond le retour, mais en tout cas, ils peuvent rêver, hein, pourquoi pas, hein, sur une double confrontation. Et il leur reste 3 matchs pour gagner l'Europa League, donc ça serait incroyable de les retrouver après en Ligue des Champions. Enfin, je m'avance, hein, bien évidemment. Bon, ça me semble quand même compliqué, mais c'est pas impossible. 3 matchs pour la Ligue des Champions pour Nottingham Forest et un T'as envie de maintien qui est rêver. bien avancé.
T'as envie de revoir Nottingham écoute. Forest dans une finale de Coupe d'Europe, de vainqueur d'une Enfin, Coupe d'Europe? je veux dire, de revoir, on les a pas vus, hein, mais Oui, ouais, alors, bien sûr. Bon, personne ne les a vus ici. Et même chez allez demander à vos parents s'ils les ont vus. Je suis même pas sûr. l'exclusivité Ouais. de la double Ligue des Champions de Nottingham, je suis Effectivement. pas sûr. Pour revenir simplement sur le bilan de Vitor Pereira, quand même 14 matchs avec Nottingham Forest, 6 victoires, 4 nuls, 4 défaites. C'est 1,6 points pris depuis son arrivée. 1,5 points pris, pardon, toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée à Nottingham Forest. C'est le meilleur des 4 coachs cette saison, si je puis dire, pour les Tricky Trees. Nuno Espirito Santo, c'était 1,3 points pris par rencontre. Ange Postecoglou, n'en parlons pas, c'était 0,2 pour son court passage. Sean Dyche, 1,2 points par match. Et donc, Vitor Pereira, 1,5. On avait aussi été dubitatif aussi quand Vitor Pereira était arrivé, non seulement sur le fait qu'il venait de Wolverhampton, mais aussi de virer Sean Dyche. Parce que c'est le pompier de service habitué de ces fins de saison chaudes. Pour l'instant, tout donne raison au Monsieur management Marinakis. au management de Nottingham Forest et donc à Monsieur Marinakis, effectivement. Non, mais c'est vrai que je faisais peut-être partie plutôt de ceux qui disaient que Vitor Pereira allait faire descendre 2 clubs en une saison en Championship. Mais non, C'est pas bravo terminé, Monsieur attention. Pereira. Oui, c'est pas terminé, mais on retiendra quand même si Nottingham va descendre, on retiendra quand même un meilleur bilan que du côté de Wolverhampton. Ouais, c'était pas bien compliqué, tu me dis. En tout cas, pour cette saison. La saison dernière, Oui, pour c'est cette autre chose, saison, je pour parle. cette saison. Hugo, un mot quand même sur Sunderland, parce que on l'avait évoqué dans la preview, cette course à l'Europe, qui était visiblement un objectif des Black Cats. Je vous rappelle, hein, c'est l'info dont on avait discuté dans la preview, info du média Talksport qui nous disait que si Sunderland n'atteignait pas la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, eh bien Régis Lebris pourrait être démis de ses fonctions. Alors, on a émis quelques doutes quand même sur la véracité de cette information, mais en tout cas, elle est sortie. En tout cas, après cette défaite, c'est pas comme ça qu'un spot européen va tendre les bras aux Black Cats. C'est même, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais c'est même presque mort là, Hugo. Ah, si, presque mort, on va quand même pas être trop optimiste. Ce serait quand même un sacré résultat de leur part de réussir à accrocher l'Europe. Avec 46 points, l'Europe est à 3 points. Mais Ouais, mais il y a le tellement problème, c'est d'équipes qu'il y a. au-dessus. J'allais dire, le problème, c'est qu'il faudrait que beaucoup de monde chute entre deux. Ils sont 12e, c'est la 7e place qu'il faut viser. Donc ça paraît compliqué. On avait parlé de cette, entre guillemets, c'est comme si la direction avait informé Régis Lebris que s'il n'atteignait pas l'Europe, il ne serait pas reconduit la saison prochaine. J'ai envie de demander est-ce qu'on a informé les joueurs. La défense. Non, mais la défense en tout cas, parce qu'il y a quand même eu un sacré abandon de poste face à Nottingham. Robin Roos, qu'on a loué dans tous les sens depuis le début de saison, nous a fait quand même une belle cagade sur une relance. Pas fort aidé par ses défenseurs qui en ont fait 2-3 aussi des cagades. Et en plus, Ouais, quand ne ils mettent tombons un pas but, sur il est Robin annulé. Oui, mais il fait quand même pas un très bon match. Et en plus, quand Sunderland arrive à marquer, le but est annulé. Et aujourd'hui encore, on sait pas trop pourquoi il est annulé. Mais enfin, ça me semblait quand même très léger. Donc non, après-midi cauchemardesque pour Sunderland. Au-delà du plan comptable, alors entre guillemets, ils sont que à 3 points, mais ils doivent doubler, ils doivent doubler beaucoup d'équipes. Je pense que mentalement, elle va faire mal quand même. Ça laisse des traces, ce genre de match. Quand juste avant, vous dites, ah, on peut peut-être accrocher l'Europe et vous faites gifler 5-0 par un potentiel relégable, vous dites, oula, finalement, on va peut-être rester dans le milieu de tableau et se contenter du maintien. Mais moi, je continue, je maintiens ma position que c'est un excès d'orgueil, un excès d'ambition de vouloir aller chercher l'Europe. Euh, on sait que la deuxième saison est piégeuse, s'empêtrer de matchs de Conference League ou d'Europa League avec des déplacements tout à l'est de l'Europe, c'est pas forcément une bonne idée, je pense. Coucou Nottingham Forest. Ouais. Ouais, bah, entre autres, hein, et je peux vous en citer beaucoup des exemples de clubs qui jouent le maintien, qui se retrouvent en Europe, et la saison d'après, bah, ils savent plus trop quoi faire parce qu'ils n'ont pas les effectifs pour. Ouais, en tout cas, il y aura quand même un match pour se relancer a priori à Wolverhampton ce week-end. Par contre, derrière, Man United, Everton, Chelsea, bon courage pour la fin de saison à Sunderland.
Voilà, messieurs, pour ce match. Remontons encore plus haut, là. Continuons à gravir les échelons. Allons voir Manchester United, qui est toujours sur le podium de cette première ligue, 3ème, mais qui a désormais fait un petit peu le break derrière, en tout cas de 3 points. Manchester United qui s'est imposé en clôture de la 34e journée ce lundi face à Brentford 2-1. Ça y est, j'ai envie de dire, c'est même plus surprenant de voir les Red Devils assumer leur statut, même dans des matchs un peu plus pièges, parce que Brentford c'est pas donné, mais Man United va jouer la C1 la saison prochaine. Man United est sur le podium. Et donc, finalement, ça paraît enfin logique de revoir Man United à ce niveau, Valentin. Mais oui, c'est enfin logique. Pourtant, c'est le genre de match où il y a 6 mois en arrière, on pouvait quand même avoir un petit peu peur face à Brentford qui est un prétendant à l'Europe. Hein. Même Et 3-4 donc, sur mois. le papier, c'est quand même. Oui, même 3-4 mois, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de remonter si loin. Et c'est vrai que ce genre de match, Manchester United, on avait toujours peur. On s'est dit, bon, comment ils vont réussir à perdre ce match alors que sur le papier, bon, ils devraient quand même. Ils ont la qualité pour. Et là, c'est l'inverse. On les sent quand même beaucoup plus sereins. On sent des leaders qui dictent le tempo, mais qui gèrent aussi un petit peu le match. Bon, forcément, voilà, je glisse, tel Bruno Fernandes glisse une passe D. C'est beau. Enfin, superbe, forcément passe D et service pour Sesco. Enfin, Le il y a choix est une très bon en dynamique quand même dans plus. ces. Pardon, je te coupe, Valentin, ça fait plusieurs fois. J'espère que tu vas pas m'en vouloir à la fin de cette émission. Un petit peu, mais bon, si c'est pour dire quelque chose d'intéressant. Non, mais alors, Non, attention, vas-y. c'est de la Sera-tu pertinent? de la psychologie du football. J'ai trouvé le choix intéressant de la décaler parce qu'il y a Mbeumo qui peut enrouler à droite, il y a Sesco qui peut enrouler à gauche, et j'ai trouvé intéressant de la décaler à Sesco parce que dans cette position-là, déjà, il est létal, mais surtout, c'est pas le joueur avec le plus de confiance toujours, même s'il est bon, il est plutôt bon sous Carrick, mais on sait que Mbeumo, il va la mettre, il a plus besoin de cette confiance. Sesco, ça lui fait toujours du bien, et on le voit sur la célébration. Les 3 qui se prennent dans les bras comme si les 3 avaient marqué ou passé, ou il y a pas de. Moi j'ai trouvé ça super à voir, une belle image. Voilà, pardon. Peut-être aussi qu'il voulait juste célébrer parce que Mbeumo il aurait fait respect. Et... Ah oui, c'est vrai que oui, contre Brentford. C'est vrai, effectivement. c'est vrai. Bruno avait envie de célébrer sa passe D, il s'est dit je l'envoie à Sesco. Non mais j'ai trouvé ça bien donné, quoi. Là, et puis c'était pas le choix le plus évident parce que moi je pensais qu'il allait la décaler à droite sur Mbeumo quoi. Enfin au début l'espace il est là et au final il est patient et il fait bien d'attendre mais en tout cas oui non performance globale de United. Il y a eu quelques faux pas cette saison à domicile face à Leeds là dernièrement il y a 3 matchs. Il y a eu à Newcastle forcément la première défaite de l'ère Carrick mais on sent quand même il y a une solidité qui est là et voilà ils sont sur le podium. J'ai pas envie non plus de trop m'emballer parce que c'est logique en fait. C'est logique mais ils tiennent leur rang et c'était pas le cas il y a quelques semaines. Voilà, c'est ce qui n'était pas logique au début de saison, aujourd'hui nous paraît naturel. On n'a pas parlé de Casemiro quand même, parlons-en parce que il est encore buteur. Et surtout, il n'est pas que buteur, il réalise encore un énorme match dans notre On jeu. est sûr que tu veux pas rester pour l'année prochaine? On est sûr Les qu'il veut supporters partir. des Red Devils là sont en train de se mordre les Je doigts. crois que lui il est sûr mais Mais un joueur de ce niveau, on va l'envoyer en MLS, crois que là, lui, c'est il quand est même sûr, dommage, mais parce ouais. que là, il est encore en forme, hein. Il est encore la canne, le tonton. Disons qu'il était plus, il ne semblait plus au début de saison et que il a retrouvé on lui a greffé un poumon a priori à Casemiro. Non, c'est encore exceptionnel. Je trouve que vraiment le renouveau de Man United passe par Bruno Fernandes, mais aussi par Casemiro qui symbolise tout ça. Oui. Tout à fait. Et je trouve c'est une. Alors déjà, il marque beaucoup de buts quand même. Il est déjà à 9 buts cette saison en PL. Donc bien sûr, dans le jeu, il apporte, mais aussi de la tête, c'est quand même une grosse menace. Puis je trouve intéressant la passation aussi avec Kobbie Mainoo, parce que Kobbie Mainoo a beau être très talentueux, il a besoin de se nourrir aussi de l'expérience du vice qu'a Casemiro. Et je trouve que c'est une super passation que si Casemiro part, il aura quand même légué quelque chose au milieu de terrain de Manchester United et ça, c'est quand même beau. 15 duels gagnés pour Casemiro sur ce match, c'est le plus au total pour tous les joueurs sur le terrain. Et puisque tu parlais de Mainoo quand même, on est obligé d'évoquer ce slalom là en début de match qui n'est pas concrétisé. Alors ça, superbe retour de la défense, mais
le slalom de Meinu qui offre presque le but sur un plateau d'argent qui n'est pas concrétisé, ça j'ai eu du mal à l'encaisser parce que c'était fantastique, encore une fois, Kobe Meinu. Qu'est-ce que ça fait du bien aussi de le retrouver à ce niveau quand on sait, avec Amorim, Valentin, c'était un peu ton sujet récurrent. Toutes les semaines, tu nous Et faisais puis le de point. tous les supporters, je pense, de Manchester United qui avaient envie de virer Amorim juste pour la gestion de Kobe Mainoo. Ah, Et oui. puis on voit qu'il avait tort, hein. Enfin, franchement. Ah, franchement, le match où il a éclos Kobe Mainoo, c'était contre Everton et je peux vous dire, je m'en souviens encore aujourd'hui. C'était très douloureux de prendre l'éclosion de ce jeune joueur pétri de talent en pleine tête. Bon, ne serait-ce le match de ce week-end au global n'était pas évident sur le papier, non plus au vu du scénario, parce qu'il y a eu des occasions pour Brentford. Bon, Igor Thiago choisit bien ses équipes, on va en reparler, mais il choisit bien ses équipes lui aussi. Mais la défense a été solide, il faut le dire, et principalement la muraille, c'est Neulamens, Hugo. Ouais, c'est passé par là. Alors tu dis qu'Igor Jesus Igor Thiago. Igor On Thiago. va commencer à les confondre. Oh non, quand même. A commencé à manquer d'efficacité, mais je pense que c'est dû à une grosse performance défensive. Tu l'as dit, c'est Neulamens a été impeccable, irréprochable. Elle a rattrapé les mini-boards, j'ai envie de dire, parce que c'était pas des grosses boards de sa défense. Et puis en défense, Maguire, bon match, hein, quand même. Soldat toujours présent là quand il faut. Aussi un peu en pompier de service, hein, si la Shownice du titulaire n'est terrain. pas là, lui il est là. C'est ça. Et toujours là. Et Aiden Evan, un peu. Ouais, il a fait peur à tout le monde, mais finalement, il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, peut-être un peu foufou, un peu jeune, mais finalement, bon match. On sait Heureusement qu'il a qu'il est été là pour faire chippé. des retours dans les pieds d'Igor Thiago quand même. Oui, parce que, alors, contrairement à Maguire, il a la vitesse. Euh, alors, Maguire a beaucoup Harry. de qualités, mais pas celle-ci. Harry tire toute l'Angleterre derrière lui, c'est pas évident. C'est ça. Mais voilà, on sait qu'il a été shippé à l'Académie d'Arsenal l'année dernière. Et je pense que contrairement à d'autres, comme par exemple Tyrell Malacia qui nous avait fait des belles performances, non. Lui, on le reverra à l'avenir, Aiden Evan. C'est un genre d'avenir et je pense qu'il va rapidement, en tout cas, il peut rapidement prendre le lead dans cette défense. Tout qu'on sait que face à lui, les Nigero ont un peu de mal. Lisandro Martinez, tout grand défenseur qu'il est, s'est déjà fait toutes les blessures du monde sur son passage à Man United. Et le problème, c'est qu'on ne sait jamais laquelle est la prochaine. C'est pas qu'il a un problème de genou, c'est qu'il a déjà fait les deux genoux, les deux chevilles, le pied, le bras. Enfin voilà. Il nous a un peu tout fait, Lisandro Martinez. Là, il était suspendu, donc en plus, voilà, il nous fait une totale. C'est un très bon joueur, mais qui manque de régularité. C'est dommage. Donc je pense qu'Aiden Evan, oui, représente l'avenir de United. Et peut-être sous petite inquiétude avec le Luke Shaw sorti sur blessure. On verra ce que ça veut dire. Après, pour Manu, là, c'est fin de saison, on l'a dit, hein, la Ligue des Champions est assurée. Ils ont une petite avance pour le podium, mais bon, ça veut rien dire. C'est plus symbolique qu'autre chose. Il n'y a plus rien d'autre à jouer. Donc, au pire, on retrouvera Luke Shaw en septembre. Enfin, en fin août plutôt. Ouais, et on espère. C'est vrai que ça fait partie de ces joueurs qui avaient un incroyable aussi. potentiel très jeune et qui ont Aussi été un problème peu... de blessure, malheureusement, Luke Shaw. Ah ouais, c'est du plomb dans l'aile à cause des blessures et c'est toujours très dommage, surtout dans des ligues qui demandent beaucoup de capacité physique comme la première ligue. Ouais. Dommage aussi, Valentin, cette fois sur ce match pour Brentford, parce que justement, on le disait, il y a eu une bonne défense de Man United, mais il y a quand même eu de la place, non, pour Brentford. Bah ouais, surtout pour Igor Thiago, c'est vrai honnêtement, il a deux voire trois grosses occasions, quasiment, il est en face à la Lens, donc honnêtement, c'est le genre de but qu'il doit mettre si Brentford veut aller en Europe, parce que le problème, c'est que Brentford, depuis le début de la saison, ils sont toujours 6, 7, 8, sauf que là, on a l'impression que ça va sûrement basculer du mauvais côté pour eux. Actuellement, ils sont 9e et ils enchaînent ils restaient sur plusieurs nuls. Ils n'ont pas gagné depuis plus de 5 matchs, hein, donc Brentford. Donc ouais, c'est pas évident pour les Bees. Ouais, une défaite et 5 nuls. C'était sur une série de honnêtement, 5 nuls avant ça, donc. Ouais, c'est. Ouais, voilà. C'est pas la dynamique Donc dans laquelle on espérait retrouver Brentford à cette période de la saison, au vu de ce qu'ils avaient fait jusque-là. ben ouais, c'est ça. Et puis il y a eu un réveil dans ce match, mais enfin c'était trop tardif, ce but 87e minute de Jensen. Enfin,
voilà, c'est pas assez pour La, pouvoir arracher quelque chose. la Alors, fin de première période, oui, alors, elle est frustrante, la fin de première période, parce que, Mm. je veux dire, il y a quand même Il y a la place. largement... avant le but au moment du but de Sesco, il y a qu'une équipe qui joue à ce moment-là, c'est Brentford. Il y a eu de la 30e à la 42, 3e, là, au but de Sesco, il y a eu quand même une grosse période pour Brentford. bah oui, c'est ça. Mais c'est Lamens qui fait l'arrêt et puis sur la contre-attaque, c'est Sesco qui marque. Mais honnêtement, on aurait pu se retrouver un partout et un partout à la mi-temps. C'est pas la même. Hein. Donc C'est c'est pas sûr Senneux la même. mais après, c'est pas qu'ils ont. Oh, joli. J'ai pas Pardon. le même point. Pardon, je l'ai tenté. On l'a pas en réserve dans les sons, merde. Si, on l'a en plus. Ouais, on l'a. Ah zut, Ah, on l'a. c'est Ah mince, c'est réactif. dommage. Mais oui. J'ai surfouté. Ça part en live. Ça part en live. Mais non, oui, non, Valentin. en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que Brentford, c'est pas qu'ils ont été mal payés, c'est qu'ils n'ont pas su payer. Et c'est différent. Et donc, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes, au final. Mais oui, forcément, c'est frustrant pour eux parce que l'Europe s'éloigne quand même s'ils sont toujours dans la course. La dynamique, en tout cas, est pas favorable. Non, je voulais juste dire un petit truc, c'est aussi sur l'effectif. Un seul remplacement quand vous perdez 2-0. Alors c'est Rich Nelson, il donne un assist, hein, donc c'est bien joué, mais l'effectif il est quand même limité. Il y a avec les blessures de Vitaly Janelt et de Jordan Henderson aussi, donc ça fait du mal. Mais il y a pas grand chose derrière ce 11. Et même de à Fabio Brentford pour Carvalho, Keith Andrews. qui s'était Oui, fait Fabio le croiser. Carvalho aussi, c'est vrai qu'il est aussi blessé, mais voilà, je veux dire, derrière ce 11 de base, il n'y a pas grand-chose pour Keith Andrews, et si Brentford veut continuer à boxer dans cette catégorie les saisons prochaines, va falloir un peu pas perdre trop de monde cet été et un peu étoffer cet effectif, mais ça semble compliqué. Ouais, mais attention, parce qu'on dit ça chaque... Enfin, je veux dire, Brentford, c'est les spécialistes chaque année pour nous dégoter les pépites. Oui, et mais puis, c'est la première année qu'ils jouent l'Europe, c'est ça que je veux dire. Ouais. S'ils veulent continuer à ambitionner l'Europe, il va falloir un peu Se bouger. s'épaissir au niveau de l'effectif. Ouais, effectivement. La suite de cette course à l'Europe pour Brentford, évidemment, dans les prochains épisodes, il y aura 2 matchs a priori abordables pour les Bees qui joueront un match abordable même, je dirais, parce qu'ils joueront West Ham. Mais West Ham est dans la lutte pour le maintien. Ils joueront Crystal Palace aussi, et c'est là les 2 matchs où ils partent a priori favoris sur le papier. Les 2 autres, ce sera peut-être un peu plus compliqué puisque Brentford affrontera Manchester City et Liverpool à l'extérieur. Donc bon courage pour ces 2 autres rencontres, et c'est là que vous pouvez tout perdre aussi dans la course à l'Europe. On en reviendra dans cette fin de saison. Et bien justement, puisqu'on a parlé de Liverpool, la transition est toute trouvée. Victoire 3-1 des Reds ce week-end contre Crystal Palace, pardon. Une très bonne opération pour les Reds, mais on va pas commencer avec du sourire, messieurs. On va commencer avec cette info. C'était peut-être le dernier match de Mohamed Salah sous le maillot des Reds, puisque l'Égyptien est sorti sur blessure à l'ischio-jambier, Hugo. Ouais, blessure qui pourrait mettre fin à sa saison et à sa carrière à Liverpool. Hein, on n'annonce pas encore la fin de carrière de Mohamed Salah. Merci. 313 matchs, 191 buts. Je pense que ça donne l'ampleur de la carrière de Mohamed Salah chez les Reds. J'ai entendu récemment que c'était peut-être une des plus grosses progressions qu'on ait vues dans le foot. Enfin, en tout cas, personne n'en attendait quelque chose. On l'avait vu jouer un tout petit peu à Chelsea, à la Roma. On avait bien évidemment vu ses qualités de vitesse, mais personne n'imaginait qu'il deviendrait le tueur qu'il est devenu. Et le leader, surtout le patron qu'il est devenu à Liverpool. Donc c'était déjà une saison bien triste pour clore ce chapitre, j'ai envie de dire. Même si sur cette fin de saison, on retrouvait un peu la flamme, mais c'était quand même une longue traversée du désert cette dernière saison. Alors qu'il sortait d'une saison où je me souviens que il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, je pense qu'en janvier, on le mettait favori au Ballon d'Or. Donc c'est quand même, ouais, c'est dommage pour terminer cette belle épopée chez les Reds, d'en plus devoir terminer hors du terrain. Après, je pense que le dernier match de la saison est à Anfield, et je pense que qu'il joue ou non, il aura un très bel hommage d'Anfield. C'est ce qu'a assuré Van Dijk, ouais, Virgil van Dijk. C'est ça, je pense. Mais je pense que même si rien n'était prévu, les supporters s'en occuperaient largement. Il a été tellement aimé et apprécié, et ça a été Il l'un l'est encore. des grands.
C'est ça, il est toujours, et ça a été l'un des grands soldats des épopées de Liverpool, que ce soit en Ligue des Champions, en Première Ligue, notamment avec Jürgen Klopp et la dernière en date avec Arne Slot. L'histoire ne serait pas belle parce qu'évidemment, on aimerait bien le revoir encore un peu sous le maillot des Reds, Mo Salah, mais la petite anecdote quand même, parce que son dernier but en Première Ligue, si on en restait là pour lui, ce serait le but contre Everton, lui qui est devenu le premier buteur d'un derby de la Mersey au nouveau stade d'Everton, au Hill Dickinson Stadium, et qui est devenu en même temps le meilleur buteur ex aequo de l'histoire des derbys de la Mersey avec Steven Gerrard. Ce qui, voilà, c'est pas un but anodin et ce serait pas une stat anodine non plus pour son dernière réalisation à Liverpool, même si on espère le revoir. Aux côtés d'un autre très grand, avec Gerrard, je pense que Mohamed Salah, on n'a pas encore pris le recul, mais il faudra voir où on le place dans la hiérarchie des légendes de Liverpool. Et dans les légendes de la Première Ligue. Et de la Première Ligue, mais je veux dire, de Liverpool, ce sera assurément très 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 haut. Et je pense qu'il y a quelques joueurs qui vont passer derrière lui. Et parlons d'une autre légende quand même, parce qu'une autre légende de Liverpool qui va quitter le club, Andy Robertson. Mine de rien, qui a été homme du match ce week-end contre Crystal Palace. Rien que ça, Andy Robertson qui va quitter le club, mais qui a encore fait du très bon ce week-end, Hugo. Ouais, j'ai envie de dire presque souvent sous-estimé. Je pense que son impact a été énorme. Enfin, je parlais de l'impact de Mohamed Salah sur les différentes épopées, mais celui d'Andy Robertson, il est indéniable. Ça a été un des meilleurs à son poste et c'est surtout un bourreau de travail sur le terrain. Je pense que tous les défauts qu'on a pu imputer à son homologue de l'autre côté, à Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson les avait pas. Les courses défensives, lui, il les faisait parce que c'est à la base d'abord un défenseur et en plus offensivement, il était présent. Donc je pense que c'était le joueur Jürgen Klopp compatible par excellence, qui faisait énormément d'efforts, qui travaillait énormément et je pense qu'il va manquer beaucoup aussi dans le vestiaire. On l'a vu, c'est un joueur qui prenait souvent la parole, qui était très vocal aussi sur un terrain. Donc je pense que lui aussi, il laissera une grande trace à Liverpool et son absence se fera sûrement pas mal ressentir. Et je pense qu'il va aller finir sa carrière chez lui en Écosse et il va bien aller s'amuser là-bas en première chaîne. Et il va jouer la Coupe du Monde. Il va jouer la Coupe du Monde aussi. Surtout. Étape importante pour quand même un des patrons de l'équipe. Et pour l'Écosse. Si ce n'est le patron de l'équipe. Oui, mais je veux dire, pour lui, c'est sa première et dernière chance de la jouer. Donc, je dis pour le patron de l'équipe, c'est important. Andy Robertson, qui était arrivé comme Mohamed Salah au club, qui fait partie de ses arrivées en 2017 à Liverpool. Et pour la petite anecdote, parce que j'ai l'impression qu'on en parle tous les week-ends de ce club. Pour toi, Hugo, c'est arrivé en provenance d'Hull City. Le club de Jarrod Bowen, des Liam Rosenior, des Harry Maguire, tous ceux que tu nous cites toutes les semaines, quoi, Hugo. Je pense que tu as un amour caché pour Hull City. Mais il est abonné en fait, on le sait pas. C'est les maillots motifs léopard, ça sort du lot. Alors c'est pas toujours beau, mais au moins on les voit. Je savais pas que t'aimais le orange, pardon. Toutes les pièces du puzzle quand même, sur ce match, on l'a encore vu face à Crystal Palace, toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin, Valentin. Oui, que ce soit Alexander Isak, que ce soit Wirtz, voilà, toutes les recrues, même Salah avant sa blessure, et c'est dommage parce que honnêtement il a apporté quand même beaucoup de danger, mais on sent enfin que voilà les recrues, Wirtz ça fait quand même quelques semaines, hormis Carquez, mais qui a pour le coup qui n'était pas titulaire, qui a joué 3-4 minutes, mais en tout cas on sent que, comme on l'a dit depuis quelques semaines, mais on a l'impression que Liverpool construit quand même une base plutôt solide en vue de la saison prochaine et toutes les pièces commencent à s'assembler. On voit même un Szoboszlai en retrait et Liverpool qui gagne quand même. Alors c'est quand même dire que les autres ont quand même élevé leur niveau de jeu. Le ballon d'or, bien évidemment. Oui, ça fait quelques matchs que ton ballon d'or du peuple. Ouais, j'en parle un petit peu moins, voilà. Il a un petit coup de mou, bon. Voilà, non, mais il a plus grand chose à jouer. Ouais, il reste l'un des éléments majeurs de cette saison de Liverpool, évidemment. Oui. Non, mais en tout cas, voilà. Puis surtout, Alexander Isak, alors certes, catapulté titulaire depuis la blessure d'Ekitike, mais qui était quand même sur retour, qui commençait à revenir. On a perdu Valentin. Valentin. Ah ouais. C'est la connexion. Waouh. Non, mais ouais. Attends. Oui, vas-y, Valentin. Non, mais vas-y, Valentin. Là, on est parti là.
Allez, ben non, mais Isaac catapulté ouais, depuis la blessure des Kitiki en tant que titulaire, même s'il jouait déjà, il jouait déjà sur l'aile. Et on a vu d'ailleurs un début de duo qui pouvait être intéressant entre les deux. Bon, on n'aura pas le fin mot de l'histoire avant la saison prochaine. Mais en tout cas, oui, non, c'est prometteur. Et ça fait plaisir de voir un collectif qui prend ses marques, un Arne Slot qui est. Voilà, on parle plus d'Arne Slot, on ne critique plus, mais il a besoin un petit peu de calme aussi pour construire tout ça et ça peut être que positif. Ouais, Isaac buteur, donc Wirtz buteur. Et McAllister double passeur aussi, soulignons-le, Alexis McAllister qui a été aussi qui est bon hein, sur cette fin de saison particulièrement, mais sur la saison en général. Peut-être plus en retrait que ce qu'on pouvait, enfin comme l'équipe de Liverpool en général cette saison, mais qui finit fort. On l'avait dit Hugo, objectif après la fin d'année 2025 à Secata, c'était la Ligue des Champions. Le calendrier est ultra relevé pour la fin de saison, mais on y est presque du côté des Reds, messieurs. Oui, on y est presque. Ce serait une fin de saison catastrophique si Liverpool n'arrivait pas à accrocher cette Ligue des Champions. On l'avait dit, c'est le minimum. Quand on a raté le titre, enfin quand on a raté tous les titres, j'ai envie de dire, ils sont sortis de toutes les coupes et il ne reste plus que ça à accrocher. Et quand on voit l'effectif qu'on a, Valentin l'a dit, on a vu un début d'étincelle, j'ai envie de dire, sur la collaboration Isaac et Kitike. Enfin, il y a des belles choses pour construire pour la saison prochaine dans cet effectif. Et je pense que voilà, il faut avoir la Ligue des Champions pour pouvoir attirer potentiellement des joueurs. On l'a dit, il y aura le départ de Salah, il y a beaucoup de joueurs vieillissants de Robertson, il y a beaucoup de joueurs vieillissants, donc il faut être attractif. Peut-être un entraîneur, on verra, on a dit que Slot, là, il avait un peu redressé la barre, mais on verra s'il sera quand même conservé à l'été ou non. Mais voilà, il faut rester attractif, et surtout, pour Liverpool, ça reste l'objectif minimum, quand on voit où ils en étaient ces dernières saisons, de jouer cette Ligue des Champions. Et Liverpool, juste voilà, quatrième, oui. oui, avec 8 points d'avance sur Brighton, mais un calendrier quand même relevé pour la fin de saison. Oui, c'est ça. Là, ils vont se déplacer à Manchester United, recevoir Chelsea, se déplacer à Villa Park et recevoir Brentford en clôture. Bon, c'est ouais, mais là non plus, il n'y a pas de match cadeau. Après, Ouais, mais bon, il y a ils ont quelques quand mois, même je un me petit serais matelas inquiété, mais là... de 8 points d'avance quand même Sur l'Europa sur le League. sixième, Ouais. sur l'Europa League. Donc, sauf catastrophe quand même. Et puis, au vu de ce qu'ils nous ont montré, ces matchs-là, certes, ils sont pas donnés. Probablement qu'ils gagneront pas les 4 matchs, mais en tout cas, ils ont quand même la qualité et le fond de jeu pour aller chercher des points. Donc, ouais, l'objectif Ligue des Champions est quand même pas loin d'être assuré. 5 points sur les 12 suffirait à Liverpool. Et encore, il faudrait que Brighton Sans gagne, faute. gagne tous ses matchs. Donc, à vrai dire, même 3 ou 4 points, ce serait suffisant. A priori, Liverpool, c'est quand même dans les cordes des Reds. On leur porte pas l'œil, mais a priori, c'est quand même dans leurs cordes. Un petit mot tout de même sur Crystal Palace aussi, Hugo. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'un petit mot en ce moment. Un grand mot sur Crystal Palace. Bon, ce match-là, la fin de saison en elle-même de Première Ligue, le maintien est, pour ainsi dire, assuré. Là. Je ne vois même pas comment on peut se faire rattraper par Tottenham, même si c'est la Première Ligue. Mais bon, à 43 points, le maintien est a priori assuré. 13e de Première Ligue. L'objectif maintenant, c'est surtout la Coupe d'Europe. Oui, c'est ça, c'est cette Conference League où ils sont quand même plutôt bien placés. Demi-finale face au Shakhtar, ça me semble être dans leur corde. C'est pas gagné d'avance, ça me semble être dans leur corde. Et une éventuelle finale face à Strasbourg ou face au Rayo Vallecano. Donc c'est totalement dans leur corde et ce serait un peu le classique pour de la dernière saison. C'est pas grand chose au championnat, le maintien, mais on gagne une coupe. 12 C'était la again. FA Cup. Ouais, non, je le dirais pas à l'antenne. Non. Non, mais voilà, mais voilà, ils nous referaient le coup, ils iraient à nouveau se qualifier pour la Coupe d'Europe. Cette fois-ci, enfin l'Europa League. On rappelle que c'est la compétition qu'ils auraient dû jouer s'il n'y avait pas eu des questions de multipropriété avec un certain Monsieur Textor, un certain cowboy, mais mais il se dédouane, mais il ne cautionne pas. Mais non, c'est un bel objectif à aller chercher pour Crystal Palace. Comme je dis, ça leur permettrait de continuer à jouer l'Europe, et en plus de remplir l'armoire à trophées. Je pense que pour
une belle aventure pour les fans. Je pense qu'ils sont déjà bien amusés tout au cours de la saison. On les voyait en déplacement, ils mettaient de l'ambiance. Ils ont bien rigolé. S'ils peuvent en plus aller gagner une finale, ils vont pas s'en plaindre. Et Dean Henderson va pouvoir encore lancer ce chant. On a l'impression que c'est le seul qui connaît, mais il le lance tous les week-ends. C'est fantastique. Voilà pour cette 34e journée de Première Ligue. Un mot tout de même, parce que je me le suis pas noté sur le conducteur, et donc je l'ai zappé, évidemment. Un mot quand même sur la FA Cup, parce qu'il y avait les demi-finales ce week-end à Wembley. Victoire avec un petit peu de pression de Manchester City. 2-1 contre Southampton, après l'ouverture de Southampton à 10 minutes de la fin. C'était quand même pas gagné. Et... Attention dans les playoffs Southampton, en Championship, on avait dit qu'on allait en parler des playoffs. Attention à Southampton là sur cette après fin de Arsenal, saison, ils arrivent fort. Ouais, attention. Et puis Chelsea qui s'est imposé 1-0 contre Leeds, la plus petite des marges, et qui disputera la finale de la FA Cup, donc contre City le 16 mai à Wembley, pour essayer de sauver sa saison. Face à Manchester City, au vu des deux dynamiques actuelles, c'est pas gagné, mais il va y avoir le rush final pour les deux équipes, et ça peut aussi changer des choses. Et puis, une finale de coupe, ce n'est pas comme un match de championnat, évidemment. Hein. C'est à part, et donc pourquoi pas pour les Blues au moins sauver la saison d'une belle manière en allant glaner ce trophée en FA Cup. Voilà, messieurs, pour ça. Et puis, je pense qu'on a fait tout le tour. La prochaine journée, c'est déjà ce week-end. On n'a pas fait tous les résultats, si jamais. J'y arrive. Pardon. Mais je me fais réprimander. J'allais dire, la prochaine journée commence déjà... Non, mais pas présentateur, en fait, Hugo. Allez, non, mais il a dit qu'on avait fait tout le tour. Il remet en cause ton statut, hein. Je me permets quand même. Hein. Je n'apprécie pas trop ce que j'entends. Sachez que la prochaine journée s'étend de vendredi à lundi. Tiens, il y aura 2 matchs du lundi. Dont un Everton-Manchester City pour mes détracteurs du lundi soir. Voilà, sachez que là, vous aurez du beau football a priori lundi soir. Dans les autres résultats de cette 34e journée, avant de parler de la 35e, Fulham s'est imposé 1-0 contre Aston Villa. Petit coup d'arrêt pour Villa, mais bon, pareil, la qualif en Ligue des Champions est assez proche, donc sans gros coup pour Fulham, sans trop de conséquences. Et Fulham qui se replace dans le peloton. Même dans l'échappée là, pour la fin de saison. West Ham, donc on en a parlé, s'est imposé 2-1 contre Everton. Arsenal a gagné, heureusement pour les Gunners, de la plus petite des marges, 1-0 contre Newcastle. Et donc, il y a sur une nouvelle... Oui. Sur une nouvelle combinaison sur corner, on l'avait pas encore vu celle-là. Ah, ça faisait longtemps. Non, mais juste dire quand même qu'on voit qu'Arsenal, il travaille quand même parce qu'il commençait à plus trop marquer sur corner. Ils nous ont sorti une nouvelle combinaison qui a marché au bout de 10 minutes. Donc voilà, ça continue de travailler du côté de Nicolas Jauvert. Et un but d'Eberechi Eze qui, pour l'instant, remet Arsenal en tête avec un match d'avance sur Manchester City. 3 points de retard pour les Citizens. Un but de différence de but d'écart. Messieurs, j'ai hâte de savoir le dénouement de cette saison 2025-2026 de Première Ligue. Voilà en tout cas pour la 34e journée. Rendez-vous pour la preview de la 35e en fin de semaine. Et puis d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Messieurs, on se retrouve évidemment du vendredi, parce que ça reprend déjà vendredi soir. Donc il faudra que vous soyez au top. J'espère que vous le serez, comme d'habitude. Et puis, je serai plus sympa avec toi pour les intros, Hugo, si jamais t'es plus sympa avec moi à 1h de démarrer l'émission sur le groupe de Tempo Foot Anglais, sur notre groupe WhatsApp. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Valentin, merci Hugo. Je vous souhaite une belle semaine. Merci Antoine. Et puis à ce week-end. Salut Antoine. Salut à tous. Salut. Salut, ciao.